Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des propriétés de base sur les primitives. Alors, rappelons d'abord ce que c'est une primitive. Donc, si on a une fonction f définie sur un intervalle i, une primitive qu'on note grand F, c'est une fonction dérivable qui vérifie grand F' est égal à f. Donc, c'est un petit peu l'opération inverse de la dérivée. Alors, la première propriété, c'est l'existence d'une primitive. Il existe toujours une primitive. On sait plus ou moins bien la noter, vous allez voir, c'est un petit peu l'enjeu de notre chapitre. Mais donc, si on a une fonction qui est continue sur l'intervalle i, et a qui est un réel de i, alors la fonction définie par l'intégrale de ax de f de t, c'est une primitive de f sur i. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette propriété, j'allais dire ce théorème? Ça veut dire qu'on peut toujours écrire avec l'aide de l'intégrale une primitive d'une fonction. On peut toujours l'écrire sous la forme de l'intégrale. Alors, une démonstration de cette propriété dans une autre vidéo. Elle est un petit peu longue, elle est un petit peu complexe, mais elle est importante à bien connaître. Alors, juste pour vous montrer un exemple d'une situation, si par exemple on veut trouver une primitive de cette fonction-là, a priori vous allez vous dire, tiens, c'est une blague, je n'ai aucun espoir de trouver une primitive avec les informations que je connais, mais en fait, grâce à cette propriété, on peut toujours écrire l'intégrale de 1 à x de racine de t ln de t dt, et ça, c'est une primitive de notre fonction f. Alors bien sûr, vous allez me dire, qu'est-ce que j'en fais? C'est pas très malléable, etc. Oui, je vous l'accorde, mais en tout cas, on peut toujours en écrire une et on peut toujours l'écrire avec l'aide de l'intégrale. La deuxième propriété que j'ai envie de vous parler, c'est celle sur l'unicité de la primitive. Si vous avez une fonction f, alors si vous trouvez par exemple deux primitives de cette fonction, alors forcément elles seront égales à une constante près. Donc ça pourrait se traduire par f2, grand F2 est égal à grand F1 plus c sur l'intervalle i. Donc, quand vous en avez une, vous savez facilement trouver toutes les autres parce qu'il suffit d'ajouter un réel. Alors, par exemple, si j'ai la fonction petit f de x égale 2x, alors une primitive, c'est x carré, puisque quand on dérive x carré, on trouve 2x. Donc, grand f, c'est une primitive de petit f. Si je veux toutes les primitives de petit f, alors il suffit que j'écrive que c'est les fonctions x carré plus c, où c est une constante. Et là, vous êtes sûr d'avoir toutes les primitives. Et il n'y en aura pas d'autres. On ne peut pas trouver d'autres fonctions qui admettraient comme dérivée 2x. Alors, comment on peut démontrer que si on a deux primitives, alors elles varient à une constante près? Alors, prenons deux primitives d'une fonction f. On sait que ça existe, puisqu'on sait qu'il en existe au moins une. C'était la première propriété. Alors, comme ce sont des primitives, elles vérifient grand f1' égale petit f et grand f2' est égal petit f. Alors, si on regarde la fonction grand F1 moins grand F2, quand on la dérive, ça fait petit f moins petit f, donc ça fait 0. Donc ça veut dire que c'est une fonction dont la dérivée est nulle. Et une fonction dont la dérivée est nulle, ce n'est rien d'autre qu'une fonction qui est constante. Donc ça veut dire qu'il existe un réel c tel que f1 égale f2 plus c. Et donc c'est ce qu'on voulait pour le théorème, puisque les deux primitives diffèrent à une constante près. Alors, si on veut trouver une unique primitive à notre solution, puisqu'on a vu qu'elle existait, que si on en avait plusieurs, elle différait à une constante près, et en mathématiques, on aime bien trouver une unique qui vérifie quelque chose. Alors, il faut lui rajouter une information sur l'image d'une valeur. Et si vous dites, je veux par exemple que f de alpha soit égal à bêta, alors dans ces cas-là, la primitive, grand F de alpha est égal à bêta, alors cette primitive, elle sera unique. Donc si on impose une valeur, alors on n'en trouve plus qu'une. Par exemple, si on veut déterminer une primitive grand F sur R de la fonction sinus telle que grand F de pi est égal à 2. Alors réfléchissons, une primitive de la fonction sinus, moi je connais moins cos. Moins cos, c'est une primitive de sinus. Alors, les primitives de sinus, elles vont tous s'écrire moins cos de x plus une constante. Maintenant, moi, je veux celle qui vérifie que l'image de pi, ça soit 2. Donc, je vais calculer l'image de pi, et je veux que ça soit 2, ça me donne une équation dont l'inconnu est la constante.
Donc ça fait moins cos de pi plus c égale 2. Comme cos de pi ça vaut moins 1, on trouve que moins 1 plus 1. Et donc la constante, elle vaut 1. Et donc du coup, l'unique primitive qui vérifie notre exercice, c'est la fonction f de x qui est égale à 1 moins cos x. Alors, encore une autre propriété, et celle-ci, on va dire, c'est la plus fondamentale parce qu'elle va nous permettre de calculer une intégrale dans les cas pratiques, ce que vous allez le faire le plus possible dans le chapitre sur le calcul intégrale. Donc si on a une fonction f continue sur un intervalle i, toujours a et b degré L de i, alors si on connaît une primitive de f, on sait calculer l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est grand f de b moins grand f de a. Donc toujours la borne du haut moins la borne du bas. Ici b, borne du haut moins la borne du bas. Alors, par exemple, si on vous demande de calculer l'intégrale de moins 5 à 2 de x carré dx, alors si on voulait calculer, par exemple, par la méthode des calculs d'air, ce serait assez compliqué. Mais en fait, en utilisant une primitive, vous allez voir, c'est très simple. Donc, il faut trouver une primitive de x carré, par exemple, 1 tiers de x cube. Si vous avez envie d'être fantaisiste et mettre 1 tiers de x cube plus 3, vous pouvez. Moi, je fais plus simple. Alors, on sait maintenant que l'intégrale, c'est grand F de 2 moins grand F de moins 5. Alors ici, je vous ai mis directement les valeurs. Et puis en calculant, j'ai trouvé une valeur exacte de mon intégrale. Alors, la démonstration de cette propriété-là. Donc j'aimerais démontrer que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est f de b moins f de a. Enfin, grand F de b moins grand F de a. Ici, c'est juste une notation, c'est pas quelque chose à démontrer. Donc j'aimerais montrer que cette partie-là est égale à cette partie-là. Alors, cette partie-là, elle me fait penser à ma première propriété qui me disait l'existence de l'intégrale. Donc, toujours dans une démonstration, d'abord, il faut s'outiller. Alors, la première chose pour m'outiller, c'est que je vais poser la fonction définie par phi de x égale l'intégrale de ax de f de t dt. Et puis, je vais prendre une primitive de la fonction f. Alors, je veux montrer, moi, que phi de b, puisque quand je prends l'image de b, il y a un b qui vient ici, c'est exactement ce que je veux pour ma démonstration, c'est grand f de b moins grand f de a. C'est ça que je veux montrer. Alors, comme phi et f sont deux primitives de f, je sais qu'elles diffèrent à une constante près. Alors, j'aimerais trouver que vaut cette constante. Donc, je vais essayer de calculer les valeurs que je peux avoir. Les valeurs que je peux potentiellement avoir, ce serait phi de b. En tout cas, ça me permettrait d'avoir une relation qui relie C et grand F et phi. Et puis, je peux aussi connaître phi de A parce que phi de A est très particulière. Ça ferait l'intégrale de A à A de f de t de t. Et ça, ce n'est rien d'autre que 0. Donc, phi de B, c'est grand F de B plus C. Et puis, phi de A, c'est grand F de A plus C. Mais je viens de vous dire que phi de A, c'est aussi 0. Et donc, ça me permet de dire que grand C, c'est égal à moins f de a. Et en remplaçant dans cette ligne-là mon c par moins f de a, ça me permet de dire que phi de b est égal à f de b moins f de a. Voilà pour les choses que vous devez savoir sur les primitives. Merci, au revoir.